Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui, je vous parle d'un terme issu de la théorie musicale, la quarte. En musique, la quarte fait partie de la grande famille des intervalles, c'est-à-dire un rapport entre deux sons ou une distance entre deux sons qui peut être plus ou moins petite ou grande. On peut avoir notamment la distance entre le Do et le Ré, qu'on peut écouter ici, ou entre le Do et le Mi, ou encore entre le Do et le Fa. Vous venez d'entendre des intervalles mélodiques, à savoir qu'on entend une note et la seconde note, mais on peut avoir évidemment des intervalles harmoniques. C'est le cas où vous avez les deux notes qui sonnent ensemble. On peut prendre par exemple la tierce majeure que vous entendez ici d'une façon mélodique, et puis ici d'une façon harmonique, donc les deux sons qui sonnent ensemble. La quarte est donc un intervalle de 4 notes. Si on part de Do, on va avoir Do, Ré, Mi, Fa. Donc Do, Fa, c'est une quarte. Si on part de Ré, on peut avoir Ré, Mi, Fa, Sol. Ré, Sol, c'est aussi une quarte. Le nom quarte vient du latin évidemment, mais on a pendant longtemps utilisé les mots grecs pour définir ces intervalles. Par exemple, diapason pour l'octave ou encore diatessaron pour la quarte. On voit ici dans un traité du XVe siècle de Tinctoris la cohabitation des deux versions, donc diatessaron et quarte. Ce terme d'intervalle qui mesure la distance entre deux notes est extrêmement importante dans la musique puisqu'on va avoir l'habitude de faire deux classements dans ces intervalles, à savoir les intervalles consonants et les intervalles dissonants. Les intervalles consonants sont ceux qui sont agréables à l'oreille, où on a une absence de tension, et puis au contraire, les intervalles dissonants sont ceux qui sont désagréables à l'oreille, qui contiennent une certaine tension. Vous voyez évidemment que ces notions sont subjectives et puis dépendent de l'époque examinée. En Occident, on trouve les premières mentions de ces intervalles chez les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, notamment chez Pythagore. On a cette célèbre anecdote du forgeron qui frappe sur des enclumes et puis Pythagore les entend et voit que selon les différentes tailles d'enclumes et de marteaux utilisés, ça produit des différentes hauteurs. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'harmonie des sphères pour de plus amples renseignements. La légende dit que c'est Pythagore qui a pu montrer que les intervalles simples, les premiers intervalles utilisés, sont en réalité des fractions de nombres simples, par exemple 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, etc. Chez les pythagoriciens, il y a cette idée que la consonance concerne les intervalles produits par des ratios de longueur de corde dont les nombres sont inférieurs à 4. On a donc par exemple le rapport entre une corde de 2 mètres et de 1 mètre qui donne l'octave. Si on prend le rapport 3 sur 2, on va avoir la quinte. 4 sur 3, on a la quarte. 3 sur 1, on a la douzième, ça veut dire une octave plus une quinte. Et puis 4 sur 1, on a la double octave. Ce sont donc ces intervalles qui sont à la base du système musical grec que nous avons hérité par la suite. Tous les intervalles qui sont produits par des fractions supérieures à 4 sont considérés comme des dissonances. Pour un pythagoricien de l'époque, la consonance est donc uniquement un rapport harmonique simple avec des nombres inférieurs à 4. On a aussi différentes traditions qui cohabitent ou qui sont un tout petit peu plus tardives. On a Aristoxène, on a Ptolémée, on a toute une série de théoriciens, mais en réalité, au Moyen-Âge, pour ce qui nous intéresse, c'est surtout la tradition pythagoricienne qui sera reprise essentiellement par Boès, une des personnalités extrêmement importantes qui fait le lien entre la théorie grecque et la théorie médiévale. On va donc avoir ces intervalles de quarte, quinte, octave. Évidemment, tout ça se passe au niveau théorique, mais en réalité, dans la pratique, ça a des incidences. Et donc, si on prend une des premières formes de polyphonie du Moyen-Âge, donc qui mélange deux hauteurs différentes, donc des intervalles, on va trouver ce qu'on appelle l'organome primitif avec justement des quartes parallèles. Ça veut dire qu'on va prendre une mélodie grégorienne la plupart du temps et puis on va improviser une doublure, une deuxième mélodie à la quarte supérieure qui suit en parallèle le chant grégorien. Cette technique se trouvait très probablement dans les pratiques improvisées, mais on la trouve théorisée à partir du 9e siècle, notamment dans un des principaux traités de cette époque qui s'appelle Musinka Enchiriadis. Vous pouvez voir ici un exemple sur la partition où vous avez vraiment les mélodies qui sont tracées en parallèle ici en vert. On peut écouter un tout petit extrait de ce genre de sonorité. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum.
Ces sonorités, pour la plupart, sont typiques du Moyen-Âge. On a donc une notion de style ici, mais qui provient vraiment d'une caractéristique technique, c'est-à-dire d'une définition de ce qu'est une consonance, une dissonance, des intervalles qu'on a le droit d'utiliser ou qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Cette classification des intervalles entre dissonance et consonance peut fluctuer, elle n'est pas figée effectivement, et puis une de ces fluctuations va marquer un énorme changement stylistique, c'est celui qui permet le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. D'où vient ce changement stylistique? Il vient essentiellement d'Angleterre. On a des témoignages dans le courant du XVe siècle qui relatent cette chose-là, qu'on va appeler la contenance angloise, c'est-à-dire la manière anglaise. C'est un poète à la cour du duc de Savoie, Martin Lefranc, qui mentionne le premier dans un de ses célèbres poèmes qui s'appelle Le Champion des Dames, qui date à peu près de 1442. Il mentionne donc cette fameuse contenance angloise à propos de deux compositeurs continentaux, Guillaume Dufay et puis Binchois. Car ils ont nouvelle pratique de faire frisque concordance en haute et basse musique, en feinte, en pause et en nuance, et ont pris de la contenance angloise et ensuite d'unstable, pourquoi merveilleuse plaisance rend leur chant joyeux et notable. Vous voyez ici est évoquée la notion de concordance, donc à savoir une harmonie consonante, qui aurait été pris notamment chez Dunstable pour faire des chants joyeux qui ravissent les oreilles. On n'a pas de description plus précise de ce qu'est la contenance angloise, évidemment, mais on peut simplement reconstituer cette idée en essayant de voir quel répertoire était pratiqué justement en Angleterre et chez ce fameux Dunstable. En parallèle de ce témoignage littéraire, on trouve aussi un témoignage extrêmement important d'un des plus grands théoriciens du XVe siècle, donc de la première Renaissance, qui est Johannes Tinctoris, qui écrit grosso modo dans les années 1470, dans différents traités, qu'il y a une nouvelle manière de faire de la musique qui trouve sa source chez les Anglais. Et puis en 1477, il déclare aussi que il n'y a pas de véritable musique avant une quarantaine d'années. Donc il s'est passé quelque chose sur le continent à la façon anglaise dans les 4 dernières décennies. Il déclare qu'avant, la musique était si stupidement composée qu'elle agressait les oreilles et puis que la nouvelle manière, elle, est extrêmement plaisante à l'oreille. Tinctoris mentionne également le fait que cette génération de compositeurs continentaux, donc Dufay, Binchois et d'autres, ont imité les Anglais, John Dunstable, Leonard Power, Walter Fry et d'autres. Je vous propose d'écouter un motet de John Dunstable pour vous faire une idée auditive de cette nouvelle façon de composer anglaise. Il s'agit du Veni Sancte Spiritus et puis en réalité ce qui se passe dans cette pièce c'est que Dunstable va utiliser énormément de tierces et de sixtes qui ne faisaient pas partie dans la théorie médiévale de la catégorie des consonances. On y trouvait la quarte évidemment mais pas de tierces ni de sixtes et c'est évidemment ce que fait ici Dunstable. Cette pratique des tierces et des sixtes dans la musique savante écrite anglaise du XVe siècle était très probablement déjà existante dans certaines formes de musique improvisée ou dans certaines polyphonies qui pourraient venir du nord, donc des peuples vikings. On a notamment un exemple assez tôt de cette pratique dans un manuscrit nordique qui est aujourd'hui dans la ville d'Uppsala, qui est une hymne à Saint Magnus qui s'appelle Nobilis Humilis. Vous voyez ici que vous allez entendre des tierces parallèles tout du long, au même titre que dans l'Europe médiévale, on pouvait entendre des organums en quartes parallèles. Donc ici, on renverse le paradigme. Au lieu d'avoir des quartes parallèles, on va avoir des tierces parallèles qui sonnent beaucoup plus agréables à nos oreilles contemporaines.
Vous avez entendu une pièce à deux voix, mais on trouve cette technique qui va se généraliser dans ce qu'on appelle le English descant, donc le déchant anglais, avec des harmonies de tierces et de sixtes combinées, qui viennent aussi probablement de pratiques improvisées, mais qu'on trouve un peu plus tard dans les sources. Ici, vous avez un exemple d'une pièce célèbre, Beata Viscera Maria, qu'on peut entendre. Ce changement de statut de la carte et des tierces et des sixtes va évidemment profondément modifier la musique qu'on fait en Angleterre. Et puis évidemment, on a beaucoup d'échanges entre l'Angleterre et le continent, notamment durant cette période, puisqu'on est dans la guerre de 100 ans avec des invasions réciproques sur quasiment un siècle. Tinctoris, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, écrit dans les années 1470 dans son traité de contrepoint que la carte n'est plus une consonance et qu'elle doit vraiment être traitée comme une dissonance, à savoir qu'on doit la préparer, la résoudre vers le bas comme n'importe quelle dissonance, et donc ça va adoucir le contrepoint. On n'aura plus spécialement des quintes, des quartes et des octaves, mais on va avoir beaucoup plus de tierces et de sixtes, ce qui change totalement la perception auditive. Le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, en réalité, ne concerne que très peu les formes et les genres qu'on pratique. On fait des messes, on fait des motets, on fait des chansons, donc beaucoup de choses sont communes entre 1350 et 1450. Le véritable changement stylistique, le marqueur de ces deux périodes, c'est vraiment le changement dans le statut des dissonances et des consonances, et puis évidemment le changement de statut de la carte qui passe d'une consonance à une dissonance. La carte se retrouve évidemment toujours dans la musique, mais si on fait des statistiques sur les débuts de mesure de ces pièces-là, de ces nouvelles pièces à la façon anglaise, on va voir que statistiquement, on aura beaucoup plus de tierces et de sixtes présentes qu'auparavant. On peut faire une petite expérience auditive en écoutant deux exemples différents. Le premier exemple, c'est un Kyrie d'une messe du XIVe siècle, tiré d'une œuvre de Guillaume de Machaut. Et puis, dans un deuxième temps, on écoutera le Kyrie d'une messe Renaissance, cette première génération qui s'inspire des Anglais, donc une messe de Antoine Bunois. On commence par celle du XIVe siècle, typiquement médiévale. On peut écouter le deuxième exemple maintenant, qui est donc tiré d'une messe de Antoine Bunois, cette première génération continentale. La notion de style est parfois assez vague, mais on peut la définir selon les périodes comme un ensemble de contraintes du langage musical dégagées par les habitudes d'un groupe de compositeurs. On voit ici que la carte est vraiment à l'origine d'un changement marquant et du passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance. La classification des intervalles en consonance et dissonance établie au début de la Renaissance va rester en vigueur pendant au moins 3 siècles. Évidemment, dans la musique moderne et dans la musique contemporaine, on va encore une fois faire des changements stylistiques en modifiant ces catégories. Et si on prend simplement un exemple avec Arnold Schoenberg, on va avoir dans la musique atonale ou la musique dodécaphonique une sorte d'égalité entre tous ces intervalles. Donc il n'y a vraiment plus du tout d'intervalles exclusivement consonants ou dissonants. On est vraiment, encore une fois, dans un autre système de gestion des hauteurs. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.